détaillé. Alors voilà, mon client, il a un problème avec l'écran de contrôle, mais uniquement quand il est sur son téléphone. Sur son ordinateur, il n'a pas de souci. Il a des données qui manquent, mais pas toutes les données. Donc, est-ce que tu peux régler ça? Et puis, au passage, tu peux voir s'il y a d'autres clients qui ne seraient pas affectés par ce bug. Bah là, c'était un peu trop pour Alice. Donc, vous inquiétez pas, si vous vous reconnaissez un peu dans cette situation fictive, chez MarketPay, on a aussi été un peu dans cette situation. Et depuis, on a fait des dashboards trop cool qui sont orientés sur la santé du produit d'un point de vue business. Donc le responsable client, il peut aller regarder tout seul le dashboard, savoir si son produit fonctionne bien chez son client. Il peut voir les aspects du produit qui fonctionneraient plus ou moins bien et identifier les clients qui seraient affectés. Ensuite, il vient avec tous ces détails vers la personne technique. Et la personne technique, elle a les outils d'investigation à ce niveau de détail pour trouver la cause du problème et résoudre le problème. Donc, ce sera le sujet de notre présentation du jour. Donc, notre cheminement à MarketPay vers l'observabilité d'un de nos produits. Donc, pour la définition, observabilité, ça vient des systèmes mécaniques. En fait, c'est l'idée de comprendre l'état interne d'un système seulement à partir de ses paramètres d'entrée et de mesures de paramètres de sortie. Donc, on va essayer de voir comment ça se transpose au monde du logiciel. Avant, je vais rapidement me présenter. Donc, je suis Jasmine Chaïda Kassem, je suis ingénieure back-end à MarketPay depuis plus de 3 ans maintenant, donc plus de 36 mois. J'ai commencé par l'élaboration de tests de performance en stage sur un back-end et j'ai rapidement pivoté vers ces questions d'observabilité, tout en continuant d'explorer un petit peu mon environnement. Donc je fais de l'application security, je regarde aussi comment la prod fonctionne et tous ces indicateurs. Et je travaille à MarketPay Financial Institution, donc qui est une entité du groupe MarketPay. Pour ceux qui connaissent l'écosystème Canet, c'est déjà mobile. Donc on développe 2 produits. Un produit de tokenisation de cartes, donc qui vous permet de dématérialiser votre carte bancaire sur votre téléphone et donc de faire vos paiements à l'aide de votre téléphone. Ça commence à être assez connu. Et un produit SoftPOS, où cette fois c'est le terminal de paiement qui est dématérialisé dans le téléphone du marchand. Donc le marchand peut accepter des clients en carte bancaire juste avec son téléphone. Depuis que je suis à MarketPay, j'ai travaillé uniquement sur le produit SoftPOS. Donc tous mes exemples, qu'ils soient techniques ou plutôt business, ils vont s'appuyer sur ma connaissance du produit. Donc revenons à nos dashboards et à notre observabilité. Donc je vais commencer par des questions que j'appelle un peu existentielles. C'est un peu les premières questions qu'on m'a posées quand on a commencé à s'intéresser à qu'est-ce qu'on voulait observer dans le produit SoftPOS. C'est aussi des questions que j'ai pas mal retrouvées quand j'ai commencé à creuser dans les milieux de l'observabilité. Et je trouve que c'est des questions qui sont intéressantes lorsqu'on veut lancer son produit pour la première fois en production. Donc, comment s'assurer que le produit fonctionne vraiment ? Comme on l'a vu dans notre situation avec Bob et Alice, c'est pas parce que le produit, le processus associé tourne que le service est rendu correctement pour le client. Comment surveiller les processus clés du produit ? Donc déjà, il faut les identifier. Par exemple, dans SoftPOS, c'est vraiment la transaction qui est notre processus clé. Donc à partir du moment où le client passe sa carte sur le téléphone du marchand jusqu'aux échanges de messages bancaires, il faut pouvoir identifier toutes les étapes intermédiaires et pouvoir les observer. Comme ça, en cas de souci, on est capable d'identifier réellement l'étape qui est en cause. Comment répondre à n'importe quelle question sur le produit ? Donc ici, on revient un peu à la définition des systèmes mécaniques de l'observabilité, tout en sachant que dans le logiciel, on est maintenant dans des milieux très complexes.
Donc on a maintenant notre back-end, il est en microservices, qui est réparti sur plein de serveurs parce que vous voulez de la haute disponibilité. Vous avez des applications mobiles et des sites web qui viennent se connecter à votre back-end dans plein d'endroits dans le monde. Vous utilisez des bases de données qui sont de nature différente, qui sont elles-mêmes répliquées, et vous vous connectez à plein d'API tiers. Donc tout ça, ça rajoute déjà beaucoup de complexité. Et vous pouvez aussi rajouter de la complexité par le traitement de vos requêtes. Par exemple, si un client a une carte particulière, eh ben, peut-être que sur notre back-end, on va aller consulter une base de données différente ou une API différente. Donc ça fait que l'état d'un système est variable en fonction de la requête. Si jamais vous avez un souci et que vous n'avez pas les outils qui vont à ce niveau de détail, ça va devenir très compliqué de remarquer qu'il y a un problème sur certains types de requêtes en particulier. Et enfin, comment agréger tout ça de manière claire pour quelqu'un qui ne serait pas technique. Avant de commencer à plonger dans les solutions qu'on a envisagées et implémentées, il faut repartir de notre architecture de départ, donc celle que j'ai découverte en arrivant à MarketPay. Donc, pour des raisons de simplicité, la partie applicative, je vais la limiter simplement à notre SDK de paiement et notre back-end qui n'a qu'un seul service. Donc déjà, on a des logs. Ça commence à être assez standard dans l'industrie. Donc vous avez un agent qui vient collecter les logs de vos services. Et ensuite, les logs vont aller être stockés dans une base de données type Elastic. Et avec un logiciel qui s'appelle Kibana, vous pouvez consulter vos logs qui arrivent plus ou moins en temps réel, mais aussi dans le passé. Et vous pouvez appliquer des filtres, par exemple, que les logs du service 1. Nous avons également ce qui s'appelle des traces. Donc, notre SDK, il fabrique des traces et il va les envoyer à un service spécial qui s'appelle le SDK Collector Gateway. Donc, les autres services du back-end, eux aussi, fabriquent leurs traces. Et ils vont les envoyer à une brique logicielle qui s'appelle Jaeger, qui permet à la fois de stocker et de visualiser, comme Kibana, les traces qui sont arrivées sur Jaeger. Mais en fait, c'est quoi une trace? Donc voici une trace telle qu'on la voit dans le logiciel Jaeger. En fait, une trace, ça représente une requête en particulier qui est arrivée sur votre applicatif en général. Par exemple, ici, on ne voit pas bien, mais ça n'a pas d'intérêt de pouvoir lire tout ça. C'est une requête d'authentification d'un utilisateur. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que chaque service va générer ce qu'on appelle des spans. Donc en fait, une trace, si on peut la simplifier comme une structure de données en arbre dont les nœuds vont s'appeler des spans. Donc chaque service va créer ses propres spans. Et ensuite, avec un peu de magie fait par Jaeger, toutes les traces vont se connecter de manière logique et vont former, toutes les spans vont se connecter et vont former la trace. Donc, une span, ça contient, c'est une petite ligne ici, ça contient des attributs, on va dire standards, comme le nom du service, le nom de l'opération qui est effectuée par le service, la timestamp de début de span, sa durée, ainsi que la référence à son parent et ses enfants. Vous pouvez également ajouter des attributs custom en key value. Par exemple, on pourrait ajouter le status code de la requête HTTP, ou on pourrait ajouter le user ID de l'utilisateur qui est en train de se connecter. Pour faire nos spans et nos traces, on utilise le standard OpenTelemetry, qui est un standard qui est assez connu maintenant dans le cloud et qui standardise plein de signaux, mais nous on l'utilise que pour les traces. Donc, une fois qu'on est passé sur l'architecture de départ, on a commencé du coup avec les questions sur qu'est-ce qu'on voulait observer dans Sophos, pour surtout savoir si le produit rendait bien son service. Il y a une des métriques qui est revenue, c'est le taux d'acceptation. Donc c'est le nombre de transactions qui sont acceptées sur le nombre total de transactions. Si le taux d'acceptation est en baisse, ça veut dire qu'il y a probablement
un souci soit dans notre traitement à nous, soit dans nos tiers qui traitent les transactions. Donc c'est une métrique qu'on voulait et on voulait la décliner avec un certain niveau de détail. On voulait le taux d'acceptation par marchand, selon le device qui est utilisé, selon la carte qui est utilisée par le client, selon son client de code, etc. Donc cette notion de métrique, quand j'ai commencé à faire des recherches sur comment l'implémenter dans le logiciel, je suis tombée sur cette solution donc, de métrique via Prometheus. Donc, avant de rentrer dans les détails, déjà on va définir ce qu'est une métrique. Une métrique, c'est une mesure numérique de quelque chose en fonction du temps. Par exemple, si vous sortez et que vous allez mesurer la température à intervalles plus ou moins réguliers, vous allez avoir des points qui vont former une métrique. Et ensuite, avec des logiciels de tableur, vous allez pouvoir mettre vos points, les tracer, faire des calculs, des moyennes, etc. C'est à peu près le même principe ici. Donc on a Prometheus qui est à la fois le standard qui dit comment créer les métriques, quelles sont les règles, et également la brique logicielle qui va s'occuper de récupérer les métriques, les agréger, les mettre dans sa base de données et les mettre à disposition de logiciels comme Grafana qui lui va récupérer les métriques et faire tout un tas d'opérations dessus, donc notamment des visualisations, tracer votre graphique, faire des moyennes, etc. Donc notre implémentation, elle a été assez simple. On est parti dans le service qui s'occupe des transactions. Et à chaque fois qu'il y avait une transaction, on est parti créer la métrique, un compteur, et puis l'incrémenter avec le statut, si elle est approuvée ou déclinée, et tous les éléments que j'ai cités. Donc l'identifiant du marchand, l'identifiant du device, le schéma de la carte, etc., etc. Ensuite, le service il met à disposition ces métriques au moyen d'un endpoint HTTP que le Prometheus va venir consulter régulièrement pour se mettre à jour et sauvegarder ses données. Et ensuite, avec Grafana, on peut venir faire des requêtes en fonction du temps, faire des moyennes et consulter l'état de nos métriques. Donc c'est bien, mais on a rencontré quand même deux gros soucis. Alors déjà, ça a donné des métriques qui sont très rigides. Si on voulait rajouter ou supprimer un attribut, il fallait retourner dans le code, faire le changement, faire tout le processus de release et attendre une mise en production. Ça peut être assez long. Et deuxièmement, on est tombé sur un problème qui est assez commun lorsqu'on utilise des bases de données basées métriques, c'est le souci de l'explosion de la cardinalité. Je vais vous prendre un exemple pour ça. Donc, imaginez que votre produit, c'est deux processus qui tournent et vous souhaitez mesurer la charge CPU qui est prise par ces deux processus. Donc, vos deux processus, comme vous voulez de la haute disponibilité, ils vont tourner sur 4 serveurs. Donc, sur votre métrique, vous allez ajouter l'attribut serveur pour identifier sur quel serveur s'appuie cette métrique. Ensuite, vous allez ajouter l'attribut process name pour identifier le process. Comme ça, vous serez capable d'avoir la consommation CPU du process 2 qui tourne sur le serveur 3. Qu'est-ce que va faire Prometheus ? Eh ben, en fait, lui, il va considérer que toutes les associations possibles d'attributs va former une métrique en base de données. Donc ici, ça va vous donner 8 métriques. Alors, imaginons maintenant qu'on ajoute, pour l'exemple, un troisième attribut qui s'appelle User ID, dont vous ne contrôlez pas la cardinalité, il peut y en avoir des milliers. Vous allez en fait exploser le stockage de votre Prometheus et exploser la consommation CPU et RAM de votre Prometheus. C'est ce qui est arrivé en production, donc on a rapidement abandonné l'idée d'utiliser le Prometheus. Ensuite, je suis revenu à ce qu'on avait déjà en production. Notamment, on a nos logs qui sont ici et qui sont consultables via Kibana. Nos logs ne sont pas aléatoires. Ils sont structurés. C'est un document JSON avec des attributs en key-value, plus ou moins libres. Et ils ne sont pas émis de manière aléatoire. En fait, on a conçu nos services de telle sorte qu'à chaque fois qu'ils vont émettre une span avec des informations, ils vont émettre un log qui contient les mêmes informations.
Donc, ils vont contenir le nom de l'opération, le status code HTTP, le user ID. Et toutes ces informations, elles sont déjà en production, déjà dans notre architecture. Donc, mon idée, c'était d'essayer de créer des sortes de métriques par comptage de logs et d'en faire des dashboards. Ensuite, on a rajouté, je vais vous l'expliquer juste après, la brique Grafana pour la gestion des alertes. En image, ça donne ça. Donc, on est capable de faire des compteurs, des distributions, des filtres, et ce, juste avec de la manipulation de logs. On a la même chose dans Grafana, où vous avez un panel plus riche de visualisation. Ensuite, nous sommes passés aux alertes. Donc les alertes, ce n'est pas moi ou même des développeurs qui les ont fait directement, c'est l'équipe Customer Support. Donc les alertes se sont basées sur le contenu des logs. Et comme je l'ai dit avant, comme les logs, c'est les mêmes informations que les traces, il y a moyen d'aller dans les outils d'investigation et de savoir qu'est-ce qui provoque ces alertes. Donc on peut faire des alertes simples, comme s'il y a trop d'erreurs 500 dans l'applicatif. Et on peut faire des choses un peu plus complexes, comme par exemple si un identifiant de device, donc un device en particulier, rencontre trop d'erreurs. Donc les alertes, elles ont été définies dans Grafana. Et ensuite, on a fait une connexion vers un channel Slack afin que tout le monde puisse y accéder et voir quelles sont les alertes qui s'activent et qui se désactivent. Donc, après quelques temps, m'est venue une question qui n'a pas forcément encore de réponse, ni même de début de réponse. C'est comment être alerté sur des processus métiers donc, de manière efficace, mais sans trop alerter et générer ce qu'on appelle de l'alerte fatigue. Donc, imaginons que dans vos flows, dans votre produit, c'est normal à un certain moment de rencontrer une erreur 404. Parce que voilà, la ressource, elle n'existe pas encore. Vous allez la créer, il n'y a pas de souci. Et après, c'est un cas nominal vraiment dans votre produit. Donc, on ne veut pas qu'il y ait des alertes en fait sur des erreurs 404 pour ça. Moi, je me suis fait répondre que on va laisser les erreurs 404 parce que si jamais il y en a trop, ça pourrait être un problème. Ou bien ça nous permet de savoir que, je sais pas, il y a un processus parce que les 404, ça arrive qu'à certains moments dans le mois. Ça nous permet de savoir que ça se passe bien. Donc, si on fait ça, dans notre channel Slack, on va avoir que des alertes qui vont sonner, puis s'arrêter, puis sonner sur la même alerte. Et au bout d'un moment, les développeurs, les ingénieurs, ils vont se dire que c'est pas une vraie alerte, c'est pas une vraie erreur, donc ils vont cesser progressivement d'aller regarder toutes ces alertes en détail. Et à cause de ça, on peut passer à côté de vraies erreurs qui auraient valu l'investigation grâce aux alertes. Donc cette solution, elle nous permet un lien entre nos dashboards et nos outils d'investigation, comme ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Après apprentissage, c'est une solution qui est accessible pour des gens qui ne sont pas techniques. Et ça, c'est un gros point fort. Et comme tout était déjà en production, on a une plus-value rapide. On a pu construire des dashboards qui répondaient déjà à des questions et donc pivoter rapidement vers des alertes. Donc, tout n'est pas parfait pour autant. Notamment deux choses. Premièrement, je trouve que la communication entre Grafana et Elastic est très complexe. Donc avec Grafana, vous avez des plugins pour vous connecter à différentes sources de données, comme Prometheus ou ici Elastic. Et je trouve que pour faire des choses complexes, le langage de requêtage est assez complexe à utiliser, alors que pour le même niveau de détail, le langage de Kibana est beaucoup plus adapté. Mais on n'avait pas le choix pour utiliser la partie alerte. Et on avait également beaucoup de métriques à implémenter nous-mêmes, notamment des métriques qu'on retrouve assez régulièrement dans des SLA, comme des taux d'erreur ou des latences. C'est quelque chose qu'on n'avait pas encore dans notre architecture. Donc il aurait fallu aller dans le code applicatif, faire les changements, réimplémenter la roue et regarder si ça se passe bien.
Donc c'est une bonne solution, notamment pour la partie business. Mais on cherchait à aller plus loin, à avoir quelque chose qui nous permette d'aller beaucoup plus loin et d'avoir ce niveau de détail de métrique pour ne pas tout réimplémenter. C'est pour ça que MarketPay a choisi l'outil Datadog, donc qui est un outil spécialisé pour l'observabilité, un acteur historique, qui a commencé par du monitoring de serveurs, mais depuis il propose vraiment une multitude de produits, du build jusqu'au run. Donc vous pouvez observer vos pipelines qui font tourner vos tests avant de faire la release, jusqu'à l'observabilité de votre back-end, en passant par de la gestion des incidents, l'observabilité de vos bases de données. Donc il y a vraiment beaucoup de produits. Donc un premier travail, ça a été déjà d'aller regarder tous ces produits et de voir quels sont les produits qui allaient répondre à notre besoin et qui étaient compatibles avec nos technologies. Donc on s'est orienté vers 2 produits, le Real User Monitoring et l'Application Performance Monitoring. Donc le Real User Monitoring, c'est un produit qui vous permet de voir ce que fait l'utilisateur en temps réel. Donc c'est un produit que vous pouvez utiliser sur des applications mobiles ou sur des sites web, c'est le même principe. Donc votre utilisateur, en fait, quand il ouvre votre application, il va faire ce qu'on appelle une session d'utilisation. Donc voilà, il va parcourir des écrans, appuyer sur des boutons et puis fermer l'application quand il en a plus besoin. À première vue, c'était pas la chose la plus utile pour notre SDK de paiement parce que il n'y a qu'un écran et il n'y a qu'un bouton. Mais on a le concept de Custom Events. Donc, en fait, un Custom Event, c'est un événement qui se situe au même niveau qu'un clic utilisateur dans la session, tel que c'est représenté par Datadog. Par contre, vous pouvez les mettre depuis n'importe où dans le code. Donc, y compris du code applicatif qui ne représente pas du graphique. Et donc, grâce à ça, les développeurs mobiles, ils ont pu ajouter beaucoup de custom events sur beaucoup de branches de code du SDK avec des informations. Et ainsi, ils ont pu suivre ce qui se passait à l'intérieur du SDK en fonction des clics de l'utilisateur et surtout en fonction d'événements qui s'étaient passés avant. On a aussi des informations qui sont récupérées automatiquement sur l'appareil utilisé. Comme pour un site web, c'est souvent le navigateur, mais quand vous utilisez une application mobile, vous allez récupérer la marque et le modèle du téléphone, ainsi que la version d'Android, ce qui sont des informations plutôt intéressantes pour nous. Et le Real User Monitoring agrège des métriques assez standards, comme le déploiement par version. Donc un exemple ici, où vous pouvez voir quelle est la version de votre application qui génère le plus de trafic, ou si vos clients ont plus de mal à mettre à jour vers vos nouvelles versions. On a aussi les crashs par version, mais pour cette métrique, on utilisait déjà un outil qui s'appelle Firebase. Donc, c'est un outil qui est rapidement sorti du mode Proof of Concept pour être appliqué sur tous les SDK qui sont distribués pour nos clients. Car les développeurs mobiles ont beaucoup apprécié cet outil comme outil d'investigation. Ça leur permettait d'avoir des détails, notamment temporels, et assez efficaces pour repérer qu'est-ce qui se passait lors d'une session d'un utilisateur, quelles sont les actions dans l'ordre chronologique sur un même device pour un même utilisateur sur un même moment. C'est aussi un outil qui a plu à des personnes qui ne sont pas techniques parce qu'on a pu construire des dashboards au plus près de l'utilisateur, notamment les erreurs et les latences. Et ça peut être aussi un outil d'analyse du produit. Par exemple, on a pu faire la liste des appareils qui avaient le plus ou le moins d'erreurs avec notre SDK de paiement. Ça nous permet de mieux conseiller nos clients ou alors de se focaliser vraiment sur un appareil si jamais il a vraiment des erreurs avec notre SDK et comprendre pourquoi il ne fonctionne pas bien. Donc ça, c'était pour la partie mobile.
De mon côté, sur la partie back-end, je me suis orientée sur le Application Performance Monitoring. Donc, c'est un outil qui calcule automatiquement vos latences, vos taux de requête par seconde et vos taux d'erreur pour chaque endpoint automatiquement sur votre back-end. Pour faire ce calcul, Datadog utilise des spans. Donc, Datadog a sa propre librairie pour créer des spans, mais Datadog est aussi compatible OpenTelemetry. En plus, avec les spans qui sont reçus par Datadog, vous pouvez les utiliser pour faire des dashboards comme vous voulez avec les données des spans. Voire, vous pouvez même utiliser vos spans pour dériver ce qu'on appelle des métriques à partir des attributs de la span. Et donc, utiliser un panel d'outils encore plus intéressant pour analyser votre produit. Le souci, c'est que pour des questions que j'expliquerai un peu plus tard de facturation, on ne voulait pas supprimer notre outil Jaeger et puis tout balancer sur Datadog. On voulait sélectionner les spans qui allaient être le plus intéressantes, les envoyer à Datadog, mais ne pas casser non plus notre outil legacy Jaeger pour l'investigation. Donc, pour résoudre ce problème, j'ai introduit la brique OpenTelemetry Collector. Donc, vous pouvez l'imaginer comme une pipeline de données, tout simplement. Donc, votre service, au lieu d'aller envoyer directement ces spans à Jaeger, en fait, ils vont arriver dans l'OpenTelemetry Collector avec un receiver. Ils vont avoir des traitements avec les processeurs. Ensuite, on va faire le choix effectif de la destination avec l'étape de routing et l'envoi directement soit à Jaeger, soit à Datadog. Je vais prendre un exemple pour ça, parce que c'est assez détaillé. Donc voici span A et span B, qui viennent d'arriver dans l'OpenTelemetry Collector. Ils vont arriver sur l'étape des processeurs. Donc nos processeurs, ce qu'on a fait, c'est une suite de conditions. Donc sur les attributs de la span, son nom, des attributs custom. Et si une des conditions est vraie, eh bien on va rajouter l'attribut sendDatadogTrue à la span. C'est ce qui se passe ici. On a la condition sur la span A, et la span A contient l'attribut sendDatadogTrue. Ensuite, on a l'étape de routing, qui est volontairement très simpliste. Si la span contient l'attribut sendDatadogTrue, eh bien, on va l'envoyer à Datadog. Donc, c'est ce qui se passe pour la span A. Mais, comme j'ai dit tout à l'heure, on ne veut pas casser notre outil Jaeger, et donc, on a une deuxième condition, qui est cette fois, envoie toutes les spans à Jaeger, quel que soit son contenu. C'est donc comme ça qu'on arrive à dupliquer l'information de la span A pour la renvoyer sur Jaeger, et que la span B arrive sur Jaeger également. Donc, c'est une solution qui nous permet un contrôle fin des flux entrants et sortants. En particulier, on a un contrôle vraiment détaillé de ce qui va à Datadog. Si jamais on a besoin de rajouter des données parce qu'on est satisfait et on souhaite observer beaucoup plus d'éléments, eh ben, il suffit juste de modifier la pipeline du collecteur. Donc ça, c'est beaucoup plus rapide que faire une mise à jour dans un service. En tout cas pour nous. Si jamais on veut rajouter des traitements spécifiques, donc rajouter des informations pour Datadog ou enlever des informations qu'on ne souhaiterait pas envoyer à Datadog, bah ça c'est également possible, il suffit de faire une modification de la configuration de la pipeline. Et enfin, si jamais on aurait une information qu'il faudrait rajouter vraiment dans le code applicatif, donc directement dans la span, et ben, toute modification qu'on va faire pour Jaeger, elle va se enfin pour Datadog, pardon, elle va justement se retrouver sur Jaeger. Et comme je l'ai dit tout à l'heure au tout début, comme nos spans sont émis en même temps que nos logs, les logs aussi vont contenir cette nouvelle information, et donc ça va se retrouver dans notre ancienne solution également.
Donc grâce à ça, on a le Application Performance Monitoring, les métriques automatiques. Mais on a aussi la capacité de faire nos propres dashboards, de dériver nos propres métriques. Et donc c'est comme ça qu'on arrive à nos premiers dashboards sur le produit. Donc rapidement, après avoir résolu ce point et avoir fait des premiers exemples de dashboard qu'on peut faire avec nos spans, je suis sortie un peu de ce mode proof of concept et j'ai commencé à en parler aux autres équipes qui travaillent sur Softpost. Donc on est 3 équipes, car l'observabilité, ça ne peut pas rester juste dans une équipe, même si la mienne, c'est celle qui s'occupe des transactions. Parce que toutes les autres features qui gravitent autour de la transaction, eh ben, elles sont essentielles à pouvoir effectuer une transaction. Et si on a un de nos clients qui ne parvient pas à faire de transaction, c'est peut-être parce qu'il y a d'autres aspects du produit qui ont un souci. Donc c'est important que les autres équipes aussi soient au courant de ce qui existe pour observer ce qu'ils font. Donc je fais une démonstration de ce qui a été fait et des premières possibilités de ce qu'on peut faire avec Datadog, avec nos spans. Et ensuite, j'ai fait un accompagnement des chefs d'équipe afin de répondre à leurs questions sur la partie technique que je vous ai présentée, mais aussi sur l'outil Datadog qui peut être compliqué à utiliser les premiers temps parce qu'il y a vraiment beaucoup de menus et beaucoup trop de choses. Et faire un suivi sur voilà, quelles sont les features qu'ils souhaitent observer, en tout cas quelle est la première feature qui serait la plus intéressante, avec quelles données techniques, est-ce qu'il faudrait rajouter des données techniques, et les accompagner pour former leur premier dashboard. Donc aujourd'hui, j'ai plus besoin de les accompagner, ils font des super dashboards et maintenant, c'est eux qui m'apprennent des techniques et des trucs pour faire des visualisations sur les dashboards. Avant de terminer, je vais quand même m'arrêter sur une des difficultés que j'ai eues avec Datadog et qui n'est pas résolue. C'est la gestion de la consommation et donc de la facturation. Il faut savoir que la facturation chez Datadog, c'est un sujet, et c'est un sujet complexe. La facturation, elle dépend de chaque produit, et tous les produits ne fonctionnent pas de la même manière. Par exemple, pour le Real User Monitoring, vous êtes facturé à la session. Donc, si vos utilisateurs utilisent votre application, vous êtes content. Par contre, vous allez payer plus dans Datadog pour les observer. Vous avez aussi la même logique pour la partie span, où vous êtes facturé à la quantité de span qui est ingérée par la plateforme. Vous avez aussi des subtilités, parce que vos spans sont ingérés, mais par défaut, elles ne sont gardées que 15 minutes. Après 15 minutes, en fait, vous avez un filtre automatique de Datadog qui va sélectionner les traces qu'il va juger les plus intéressantes pour représenter votre trafic et qui va tendre aussi légèrement vers les erreurs pour que vous puissiez les retrouver. Si vous voulez, pour des questions business, conserver certaines spans plus longtemps, c'est possible. Par contre, c'est facturé différemment. Et de toute façon, la durée de rétention, c'est que de 15 jours. Si vous voulez garder vos données plus longtemps parce que vous voulez analyser des trends sur plusieurs mois, eh ben vous pouvez les convertir en métriques, comme ce qu'on fait. À partir des spans, vous créez des métriques business. Par contre, la facturation, elle est très différente. Et honnêtement, je ne la maîtrise pas assez pour pouvoir vous l'expliquer. Donc vraiment, c'est assez complexe à chaque fois qu'il faut que je me pose la question de si on crée des métriques, est-ce qu'on garde les spans. Gérer la partie contractuelle parce que c'est moi qui gère la prévision aussi de combien de données on va consommer sur l'année, sachant qu'il y a aussi les notions dont j'ai pas parlé de consommation au mois versus la consommation à l'heure, ce qui peut être traître quand avec Softpost vous avez des pics pendant le déjeuner. Et vous inquiétez pas, si jamais vous avez raté vos prévisions, que vous utilisez plus que prévu, que vous avez un pic que vous n'avez pas prévu, et Datadog vous fournit quand même le service, c'est juste que vous allez payer plus cher. Donc on a fait déjà une bonne partie du chemin. Maintenant on a beaucoup de sentiers qu'on pourrait explorer tout en continuant le chemin principal. Donc je vais citer quelques exemples. J'ai pas encore parlé d'IA,
Donc je vais commencer avec la partie MCP Datadog et j'ai aussi découvert leur outil en ligne de commande qui peut s'intégrer aux agents. On peut connecter nos agents aux données qui sont sur Datadog et donc avoir des analyses supplémentaires. Par exemple, avec seulement quelques prompts, j'ai pu sortir une liste de marchands qui utilisaient des versions vieilles de plusieurs années de notre application, ce qui nous permet déjà d'avoir une liste de personnes qu'on pourra aller contacter pour mettre à jour. On a aussi la partie d'évolution des dashboards, parce que maintenant on crée des dashboards. On ajoute aussi pas mal d'infos dans notre code applicatif en plus pour pouvoir les exploiter dans les dashboards. Mais par contre, nos clients, ils ne se mettent pas à jour aussi vite. Même côté back-end, on a plusieurs clients et ils ne sont pas tous à la même version. Donc ça donne des dashboards qui parfois peuvent être difficiles à lire parce qu'il y a des données qui manquent et on ne sait pas forcément si les données manquent parce qu'il y a un problème ou si les données manquent parce qu'elles ne sont pas envoyées, pas encore envoyées. Donc on essaye de s'atteler à ce problème, déjà avec de la documentation. Mais peut-être qu'on ira plus loin si ça devient un réel souci. On a toute une partie sur la diffusion de la connaissance, qui est déjà quelque chose de bien entamé. Donc avoir une sorte de culture de l'observabilité, donc expliquer que quand on fait une feature, il faut immédiatement penser à comment on va l'observer en production, comment on va la débugger. Parce que si on a une feature qui n'est pas observée, concrètement, c'est presque comme si elle ne servait à rien. Parce que si vous avez un problème, vous n'allez pas être capable de savoir pourquoi. Et si jamais vous n'avez pas de problème, eh ben, vous ne saurez même pas si la feature est vraiment utilisée ou pas par votre client. Donc c'est des choses qui ne sont pas faciles à anticiper. Notamment toutes les données dont on aurait besoin, sachant qu'on ne va pas tout mettre non plus absolument dans les spans pour plein de raisons différentes. Donc il faut faire des choix et parfois il faut aussi rectifier le tir après. On a aussi la mise en place de rituels, donc pour que les développeurs de chaque équipe aillent s'intéresser au dashboard, s'intéresser à ce qui est déjà observé en prod, qui donnent aussi leurs idées sur ce qui n'est pas encore observé en prod, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme visualisation pour que ça soit plus clair. Et pousser aussi les développeurs à s'intéresser à la production parce que c'est pas quelque chose qui est fait en tout cas chez nous systématiquement. Et ça permet d'être sensibilisé aux contraintes de la production et aux flux qui arrivent notamment lors des pics sur notre applicatif. Enfin, on a quand même un travail de documentation de l'existant pour que quelqu'un qui arrive sur le dashboard d'une autre équipe, par exemple, qui ne connaît pas forcément tout, mais qui connaît un petit peu le produit, ne soit pas trop perdu et puisse voir d'un seul coup d'œil le widget, qu'est-ce qu'il représente et pourquoi. Ça vaut aussi pour les personnes qui ne sont pas techniques, d'ailleurs. Et on pourrait pousser des améliorations techniques. Par exemple, pousser des métriques directement depuis notre back-end, au lieu de pousser les spans, puis de dériver les métriques. On pourrait économiser de la facturation là-dessus, peut-être. Mais on aurait peut-être aussi d'autres soucis, notamment peut-être la perte de connexion entre les métriques et les spans qui est faite automatiquement sur Datadog. Donc c'est des choses qu'il faut considérer. Et on arrive au bout de la présentation. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dès à présent. On a encore 5 minutes. 5 minutes. Et si jamais les questions d'observabilité, c'est quelque chose qui vous intéresse aussi, eh ben, vous pouvez venir m'en parler. Ça. Yes, bonjour. J'aimerais revenir sur la partie alerting où tu disais qu'il y avait un peu cette problématique de ok, tu as l'équipe support qui peut voir absolument toutes les alertes et je me demandais pourquoi est-ce qu'on ne met pas en place un système avec des warnings où on va vraiment avoir tout et puis vraiment un channel, tu sais, avec des alertes où là, quand il y a un message, il faut vraiment regarder. Merci. Oui, c'est possible. On peut déjà, ce qu'on peut faire avec les alertes, c'est qu'on peut avoir des niveaux, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'alerter dès qu'il y a une seule erreur. Il y a beaucoup plus de nuances
sur la partie alerting qui sont aussi complexes. J'ai eu du mal à aborder les notions de il faut avoir tant d'erreurs avec une fenêtre de 5 minutes, avec tous les désagréments qu'on peut avoir. On pourrait aussi effectivement avoir un système où certaines alertes seraient redirigées vers des channels particuliers, par exemple des channels qui seraient juste pour la partie support, et qu'après ils viennent nous contacter si jamais ils pensent qu'il y a un souci. Et avoir un channel sur toutes les autres erreurs qui ne sont pas classifiées. Comme ça, les développeurs peuvent s'attaquer directement à la source du problème. C'est une possibilité. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Vous avez parlé du coût que ça représentait, tout ça. Alors, vous avez parlé du fait qu'on pouvait se poser des questions au regard des modalités de facturation de Datadog. Mais globalement, est-ce que le coût que ça représente en termes d'overhead par rapport au coût de fonctionnement global des services est considéré comme acceptable, justifié? Est-ce que ça a été perçu comme un game changer pour l'amélioration de la qualité du service, voire est-ce que ça vous a sauvé la vie sur un incident critique ou quelque chose qui a permis d'accélérer la remédiation? Alors, merci pour la question. Donc, c'est effectivement niveau budget. Donc, je parle de la facturation parce que c'est un élément qui est quand même difficile à gérer. Mais pour le moment, comme c'est un produit qu'on vient de mettre en place, on a eu tout de suite des résultats super satisfaisants, avec notamment une visibilité sur le produit qu'on n'avait pas. Et effectivement, des bugs qui ont pu être résolus grâce à des features de Datadog, notamment la partie Real User Monitoring. Donc pour l'instant, le budget qui est consacré à Datadog, il vaut l'argent qui est investi dessus, vu les résultats qu'on a. Après, c'est surtout que je voulais souligner que la partie dépassement, c'est une partie qui est imprévisible, et si vraiment on n'y pense pas avant, c'est quelque chose qui peut surprendre. Déjà, s'il faut aller l'expliquer à quelqu'un qui n'est pas vraiment dans Datadog et qui est vraiment dans le budget, pourquoi il y a un dépassement de $200 sur un mois parce que quelqu'un a cliqué sur une feature. Oui, avec Datadog, c'est comme ça. Si vous cliquez sur une feature que vous n'avez pas achetée, il n'y a pas de souci, vous pouvez l'utiliser. Par contre, ils vont vous facturer à la fin du mois sur cette utilisation. Donc, il y a des moyens que ça n'arrive pas, mais il y a aussi des dépassements liés juste à l'utilisation parce que voilà, on a mis plus de clients sur le produit, donc forcément la consommation augmente. Donc c'est un point d'attention aussi, parce qu'il ne faut pas que la partie observability grimpe avec l'utilisation de votre produit. Le but quand même, c'est que vous devenez rentable avec le produit et pas que payer de plus en plus juste pour vous assurer que le service fonctionne. Il faut qu'il y ait un ratio acceptable. Est-ce qu'il y a une dernière question ? Alors c'est plus une question personnelle. Moi je suis plutôt dans le monde de la data. Là on sent bien qu'on est sur effectivement l'observabilité de processus très opérationnels. Mais est-ce qu'il y a aussi des flux qui vont venir pour alimenter des éléments qui vont viser à mesurer sur le long terme de l'efficacité ou peut-être des actions FinOps autour de l'amélioration des coûts de fonctionnement de l'application, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres flux, d'autres utilités aux données que vous captez que celles de l'observabilité en tant que telle des processus ? Non, on n'a pas d'autres utilisations de nos données. Donc c'était des données qui étaient déjà destinées pour de l'investigation. Donc là, elles se retrouvent sur l'observabilité, ce qui est assez proche. Donc on ne les utilise pas pour des aspects FinOps. Je suppose que ça va venir avec l'augmentation des flux. Sur la partie budget, je sais que l'autre équipe, donc celle qui s'occupe de la tokenisation de cartes, elle commence doucement à utiliser aussi ces données pour calculer en fonction du nombre d'actions qui est effectué par notre back-end, pouvoir facturer les clients, ce qui est assez intéressant.
comme utilisation. Mais non, je ne suis pas au courant de l'utilisation qu'on va faire de l'utilisation de ces données pour la partie FinOps. Merci beaucoup. C'est l'heure de la pause.